Je pense qu'on est bon pour commencer. Merci à tous d'être venus. On a remonté qu'il faisait très froid dans cette salle, donc vous inquiétez pas, normalement ça devrait arriver. Euh, donc voilà, donc vous êtes bien sur la session BIS 108 FR. Aujourd'hui, on va discuter de l'économie circulaire, de comment AWS intègre les principes d'économie circulaire dans ses propres opérations, mais aussi de comment les services AWS peuvent aider à accélérer cette stratégie chez les clients. Donc, moi, je m'appelle Mathéo Dugan. Donc, je fais partie de l'équipe qui met en place les initiatives en termes de réduction carbone, en termes d'eau, en termes d'énergie et d'économie circulaire. Je serai accompagné aujourd'hui par Rudy, qui lui est un Sustainability Solution Architect, et par Zinedine Kafag, qui est lui donc responsable adjoint au pôle infrastructure de chez Veolia. Donc voilà, on va parler de tout ça. Je vais commencer par un agenda. On va commencer par définir un peu les principes de l'économie circulaire. Comment est-ce qu'on définit l'économie circulaire? Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qui se passe à l'intersection de l'économie circulaire et du numérique? On va ensuite parler de la stratégie économie circulaire de AWS. Quels en sont les grands piliers? Ensuite, Rudy va monter sur scène pour vous expliquer comment est-ce que les solutions AWS, que ce soit des services ou des solutions partenaires, peuvent s'appliquer à votre propre stratégie d'économie circulaire. Et ensuite, on va avoir un témoignage de Zinedine Kafag qui va nous témoigner de comment est-ce qu'ils ont utilisé justement les services AWS chez Veolia pour justement avoir un meilleur monitoring de leur centre de tri typiquement et de recyclage. Donc, commençons par les concepts d'économie circulaire. Donc, ce qui se passe à l'intersection aujourd'hui de l'économie circulaire et du numérique. Donc, déjà un constat qui est assez, donc j'imagine que vous avez entendu parler, on est quand même en France dans lequel c'est un sujet qui est quand même bien connu. On a aujourd'hui un constat qui est assez clair, qui est qu'on a tout simplement énormément de déchets sur tous les segments. On a 400 millions de tonnes de plastique générées par an à peu près, dont seulement 15% sont collectés pour être recyclés, le reste alors ou en décharge ou dans la nature. On a aussi on a dépassé la barre de 60 millions de tonnes de déchets électroniques. On va faire un double clic là-dessus dans la slide suivante, dont on a 82%, voire plus, qui sont incorrectement traités, donc qui sont encore une fois même pas dans une décharge, mais qui vont arriver dans d'autres pays, etc. Et d'un point de vue alimentaire, on a aussi le même problème ici, où déjà 30% des aliments qui sont produits sont en fait gaspillés, ce qui équivaut à 1,3 milliard de tonnes d'aliments qui sont gaspillés. Donc on a une problématique qui est assez claire. On a aujourd'hui vraiment un problème de déchets, on a un problème de ressources. On n'arrive pas à bien remettre les ressources en fait, dans notre économie pour faire en sorte de moins gaspiller. Dans une planète finie, avec des ressources finies, c'est problématique. Lorsqu'on double-clique sur les déchets électroniques, donc vraiment ce qui se passe à l'intersection de notre industrie à nous tous et de justement cette thématique des déchets et d'économie circulaire, voilà ce qui se passe. Donc ce graphe vient de Statista. Donc entre 2010 et 2019, on voit qu'on a pratiquement doublé les millions de tonnes de déchets, disons, électroniques. C'est un des segments de déchets qui aujourd'hui grossit le plus rapidement, si ce n'est le plus rapidement. C'est vraiment une des problématiques. Donc ce n'est pas forcément le volume ou le poids le plus gros en termes de segments, mais c'est celui qui grossit le plus rapidement. Donc, et là, aujourd'hui, quand vous regardez les données autour de 2023, on a passé la barre des 60 millions de tonnes générées par an. Donc, on a en effet doublé ça en l'espace de à peu près 13-14 ans. Voilà ce qui se passe au niveau de notre industrie à nous. Donc, aujourd'hui, ça, finalement, c'est la résultante d'un système qu'on appelle linéaire. On a un système où on arrive, on prend des matières premières, on prend, disons, des matières vierges, on les transporte, on fabrique quelque chose avec, on utilise ce quelque chose ou on le consomme et ensuite on le jette. C'est ce qu'on appelle une économie linéaire. Donc ici, l'idée qu'on essaye d'insuffler, c'est comment est-ce qu'on peut transitionner vers quelque chose de plus circulaire, où lorsque c'est possible, à travers une réparation, à travers de la réutilisation, à travers du recyclage, on arrive finalement à opérer un système qui va réduire la pression sur les limites planétaires et donc vraiment à réduire la pression en termes d'extraction des matériaux, en termes de matières premières du début. Donc pour vous donner une idée aujourd'hui, notre économie, elle est je pense qu'en 2019, on était à peu près à 9% de circularité des ressources au niveau planétaire. C'est-à-dire que 9% des ressources que l'on extrayait revenaient dans le système. Malheureusement, la tendance est négative. C'est-à-dire que sur les dernières années, on est passé de 9
autour de 7%. Donc on n'est même pas sur une tendance positive, donc il y a vraiment un effort énorme à faire pour essayer d'inverser la tendance pour commencer, et ensuite essayer d'augmenter cette part de circularité au niveau de notre économie. Et encore une fois, ça commence en tout cas pour nous avec ce sur quoi on a un impact, qui est aujourd'hui donc finalement le monde du numérique. Donc comment est-ce qu'on implémente, nous déjà, dans nos propres maisons, entre guillemets, chez AWS? On a 3 grands piliers dans notre stratégie. La première commence avec le design. Et finalement, ces piliers peuvent s'appliquer aussi chez vous. Donc c'est pour cela qu'on les partage. Le design, donc comment est-ce qu'on va essayer de faire en sorte de designer des matériaux, des équipements, que ce soit un serveur, que ce soit un data center, pour faire en sorte qu'il soit facile à réparer, dont sa vie puisse être prolongée le plus possible. Ce qui est le deuxième pilier d'ailleurs en termes d'opération, comment est-ce qu'on fait pour prolonger la vie des équipements, pour faire en sorte de ne pas avoir à en acheter encore plus, parce que quand on prolonge la vie de quelque chose, on n'a pas à en acheter autant, et quand on n'a pas à en acheter autant, on met moins de pression sur les matières premières qui sont demandées pour fabriquer quelque chose. Et finalement, le troisième pilier ici, qui est la revalorisation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, lorsque quelque chose arrive en fin d'utilisation ou en fin de vie, parce qu'à un moment donné, ça arrive, comment est-ce qu'on met en place des mécanismes pour tester, réparer et finalement renvoyer ça dans une logique de logistique inversée. Donc voilà, on va double-cliquer sur chacun de ces piliers. D'abord, la partie design. Donc ici, on parle vraiment de comment est-ce qu'on peut designer, donc les Anglais et les Américains disent design out waste. Donc comment est-ce qu'on peut designer le déchet en dehors du produit, si vous voulez. Et donc finalement, ici, vraiment l'enjeu, c'est d'éliminer les matériaux excédentaires de ces matériaux. Donc typiquement, par exemple, chez AWS, on a énormément de matériel IT, donc des serveurs, des unités de stockage, etc., dont les matériaux principaux sont finalement l'acier et le plastique. Aujourd'hui, on a un nombre d'initiatives qui commencent justement à nous aider à implémenter ces principes d'économie circulaire. Donc, par exemple, en termes d'acier, on a commencé justement à travailler avec nos fournisseurs pour sourcer de l'acier qui vient d'une technique ici qu'on vient de four à arc électrique, qui est en fait en comparaison avec un four à oxygène. Le bénéfice du four à arc électrique, c'est 2 choses. La première, c'est que c'est une méthode qui nous permet d'utiliser, en termes de matières premières, plus de matériaux recyclés, donc finalement de sources recyclées. Ce qui nous permet de réduire la part d'acier, de matériaux vierges en entrant. Et donc on passe de 10 à 90%, on peut aller jusqu'à 90% justement dans cette méthode-là, ce qui nous permet encore une fois d'avoir moins de matériaux de sources vierges. Et la deuxième chose, c'est que vu que c'est un four à arc électrique, on utilise en fait de l'électricité au lieu de charbon ou au lieu de matières fossiles pour essayer d'avoir ça en termes d'énergie dans le processus, ce qui fait qu'on peut, si c'est disponible, utiliser de l'électricité renouvelable pour justement alimenter ce processus de fabrication de l'acier. Donc ça, c'est une première chose où on essaye vraiment de faire en sorte que l'acier qui est sourcé, que ce soit dans nos data centers au niveau du building ou que ce soit pour les serveurs que l'on achète et que l'on construit et que l'on design, utilise le plus possible d'acier qui soit fait avec cette technique-là. La deuxième partie, c'est la partie plastique. Donc dans des serveurs, typiquement, on a des composants faits en plastique. Depuis juillet 2023, tout simplement, on a travaillé avec nos fournisseurs pour faire en sorte que maintenant, tous les composants qui vont dans nos serveurs et dans nos équipements contiennent 30% ou plus de contenu recyclé ou biosourcé. Voilà, donc ça, c'est 2 exemples d'initiatives qui se passent maintenant, très concrètes, qui font en sorte qu'on essaye de faire en sorte que dès la part du design, on arrive à justement implémenter des principes d'économie circulaire. La deuxième partie, c'est au niveau des opérations. Donc encore une fois, ici, le grand principe des opérations, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de prolonger la vie de nos assets. Comment est-ce qu'on fait ensemble pour prolonger la vie des serveurs, etc. Donc depuis 2023, on a annoncé donc une prolongation de la durée de vie de nos serveurs de 5 à 6 ans. Quand vous pensez à l'échelle d'AWS et les équipements, quand on commence à mettre en place des politiques de ce genre-là, ça met moins de pression sur la partie d'extraction des ressources qui sont nécessaires à fabriquer les nouveaux serveurs que l'on va fabriquer, designer, etc. Donc ça, c'est une des politiques qui paraît simple, mais qui permet de mettre moins de pression sur l'écosystème qui est associé avec la fabrication et la chaîne de valeur de ces serveurs, typiquement. Une deuxième, c'est pour le coup un projet pilote qu'on a mis en place en 2023, qui a eu pas mal de succès, qui consistait en fait à, lorsqu'un rack S3 avec des disques durs arrivait en fin d'utilisation ou avait un problème, au lieu de jeter tout le rack, on va quand même identifier finalement et tester tous les disques durs qui composent le rack S3
on va récupérer ceux qui marchent encore, les consolider sur un nouveau serveur, ce qui va prolonger la vie de jusqu'à 2 ans de ces disques durs, et ce qui nous a déjà permis en 2023 de sauver plus de 8100 disques durs à travers ce programme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va commencer à déployer au niveau mondial. Et voilà, donc ça c'est un autre exemple assez concret, encore une fois, de comment est-ce qu'on fait pour prolonger la vie le plus possible. Ça paraît simple, mais quand on a une infrastructure et des opérations aussi globales, on essaye vraiment d'automatiser et de passer à l'échelle avec ce genre d'initiative. Et finalement, troisième pilier, revalorisation. Tous les équipements, même si on arrive à prolonger la vie d'une certaine manière et sur les initiatives que j'ai mentionnées juste avant, arrivent à un moment où ils arrivent en fin d'utilisation, pour plusieurs raisons. Quelque chose qui n'est pas vraiment connu aujourd'hui, c'est que AWS a des data centers, bien sûr, mais AWS a aussi ce qu'on appelle des centres de logistique inversés. Ces centres, en fait, sont là pour récupérer les assets, et donc les serveurs et les unités de stockage, etc., qui étaient dans nos data centers, et donc on les envoie dans nos centres de logistique inversés, où on les teste, où finalement on les répare lorsque c'est possible. Lorsque c'est possible, on les renvoie vers nos data centers pour être réutilisés, ou alors vendus à des tiers pour justement être utilisés dans d'autres data centers typiquement. Après, bien sûr, avoir mis en place tous les protocoles de sécurité au niveau de la donnée, etc. On a un blog qui détaille très bien ça sur Internet, surtout en termes de sécurité, comment est-ce que ça s'est opéré. Et en 2023, encore une fois ici, on a fait des investissements qui font qu'on a plus que doublé la surface associée avec ces centres de logistique inversés. On a investi dans 3 nouveaux sites. Voilà, donc quelque chose qui n'est pas très connu dans ce monde-là, mais c'est l'opération de notre data center, mais on a aussi investi et on opère du coup des sites pour faire en sorte de pouvoir revaloriser ça. Voilà les 3 piliers. Donc pour nous, en termes de next step aujourd'hui, ce qui va vraiment commencer à accélérer, donc notre équipe va commencer à accélérer ça, c'est un gros enjeu pour nous, ça va être la data. Comment est-ce qu'on met en place une collecte de la donnée de ces flux circulaires ou pas dans nos opérations pour mieux comprendre ce qui se passe et pour mieux simuler une amélioration potentielle de ces flux circulaires dans nos propres opérations. Comment est-ce qu'on peut vraiment simuler une amélioration de ces flux pour les rendre plus circulaires. Donc ça, c'est un énorme enjeu qu'on a, nous, en interne, pour mieux comprendre nos opérations et les améliorer et les rendre plus circulaires. Et c'est également ce que Rudy va vous présenter. Comment est-ce que vous pouvez utiliser justement ces enjeux de données et comment est-ce que vous pouvez utiliser AWS pour vous attaquer justement à ces thématiques-là d'économie circulaire. Merci Mathéo, et bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter maintenant les solutions AWS, cette fois-ci à destination donc, des clients, des partenaires qui veulent implémenter ces initiatives vers plus de circularité. Donc on va le voir à travers notamment la gestion des actifs IT également, donc en lien avec les déchets électroniques dont on vient de parler, dans le cadre de projets de migration vers le cloud. Et ensuite, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'IT, cette fois-ci, les technologies numériques, pour accélérer toute initiative en lien avec la circularité dans l'ensemble des activités, dans le périmètre d'une entreprise ou d'une organisation, quelle qu'elle soit. Donc déjà, pour commencer, dans le cadre des projets de migration vers le cloud, vous avez généralement un existant, un data center, avec un certain nombre, voire plusieurs data centers, avec un certain nombre d'équipements IT. Et donc, vous voulez, dans une démarche responsable, vous assurer que ces équipements vont pouvoir être réutilisés par ailleurs, même si vous n'en avez plus l'utilité. Donc, généralement, ça commence par trouver le bon partenaire, le bon fournisseur qui va vous accompagner sur toute la démarche de décommissionnement de ces serveurs. Donc, pour ça, on a lancé il y a quelques années un programme qui s'appelle Data Center Divest, avec une équipe dédiée qui se charge déjà de mettre en relation les clients avec un partenaire AWS, qui est un spécialiste du décommissionnement et de la revente de matériel IT. Ils sont parfois même revendeurs pour AWS, et qui va vous accompagner donc, sur toute la démarche, que ce soit déjà le rachat de votre matériel, le démantèlement des serveurs, le nettoyage des données, toute la logistique et toutes les activités en lien avec la revalorisation de ces équipements IT. Et pour tendre vers une démarche qui soit la plus responsable et efficace possible, on va voir il y a un certain nombre d'éléments associés au programme qui vont vous permettre donc de prendre ces meilleures décisions, à la fois en prenant en compte la dimension économique, mais aussi donc environnementale avec toute la contrainte physique associée à la gestion de cycle de vie des serveurs. Donc déjà, l'équipe Data Center Divest travaille à la sélection de partenaires qui sont certifiés, notamment certifiés R2 et Zero Waste to Landfill UL,
qui sont les certifications les plus exigeantes aujourd'hui sur le marché dans l'industrie, spécifiquement à l'industrie de l'IT, en matière de circularité. Donc ça, c'est un élément essentiel, vous faire accompagner par un partenaire qui implémente dans ses opérations ces bonnes pratiques de circularité. Ensuite, le partenaire va réaliser ce qu'on appelle un profilage énergétique, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans le détail de l'analyse de chacun des équipements et de leur consommation énergétique pour vous aider finalement à prioriser les décommissionnements, sachant que le projet de migration vers le cloud, c'est un projet qui peut s'étaler sur des mois, voire des années. Et donc, ça va vous permettre d'avoir une vision un peu plus précise, détaillée des consommations énergétiques et donc de pouvoir décommissionner ces équipements dans le bon ordre en favorisant en premier lieu les équipements les plus énergivores. Et enfin, le partenaire vous remet un rapport qui synthétise ce qui va devenir du matériel, c'est-à-dire le pourcentage de matériel qui va pouvoir être revendu, quand ce n'est pas possible, le pourcentage qui va pouvoir être recyclé, et in fine, quand les deux premières solutions ne sont pas possibles, le pourcentage qui va être mis en décharge. Alors, élément important à avoir en tête, ce qui nous est remonté en termes de données issues des retours d'expérience clients avec nos partenaires, c'est qu'une grande majorité des matériels IT peuvent être revendus. Ils trouvent repreneurs sur les marchés secondaires. Il y a une très forte demande sur ces marchés, ce qui fait qu'en moyenne, on a de l'ordre de 90% des équipements IT qui ont une capacité de revente, donc de réutilisation par ailleurs. Pour vous donner un exemple, on a travaillé donc avec Swiss Life, un client spécialiste dans les assurances vie et gestion de patrimoine, et notamment son entité en Allemagne qui était engagée donc dans une démarche de réflexion de migration vers le cloud. Et ils n'avaient pas encore tous les éléments nécessaires pour pouvoir acter la décision de migrer vers le cloud. Et notamment, ils avaient une vision incomplète, non exhaustive de leurs équipements IT dans leur data center. Donc déjà, l'équipe Data Center Divest les a mis en relation avec un partenaire qui a réalisé cet inventaire sans frais pour le client, ce qui a permis donc de faire ce profilage énergétique. Ensuite, élément important du projet, le client voulait pas être sûr de ne pas perdre d'argent dans la logique de migration vers le cloud, et donc s'assurer de pouvoir revendre notamment le matériel qui n'était pas déjà amorti, de pouvoir le revendre à sa valeur comptable et non pas à sa valeur marchande. Donc là, pour ça, le partenaire a trouvé une solution à travers un contrat de cession bail sur 13 mois, qui a permis donc de revaloriser ces équipements à hauteur de 600%, et donc permis aux clients de ne pas perdre d'argent dans la démarche. Ce qui est important aussi, c'est que, donc, comme on l'a dit, le projet de migration peut s'étaler sur des mois, des années, et pendant ce laps de temps, on a des nouveaux projets, des nouveaux besoins business qui nécessitent potentiellement des nouveaux équipements. Et ça n'avait pas forcément sens d'acquérir de nouveaux matériels, puisque la cible est sur le cloud. Donc là aussi, le partenaire a proposé une solution de location temporaire d'équipements pour pouvoir répondre à ces demandes et d'éviter aux clients de dépenser au passage 3 millions d'euros d'équipements. Et à la fin, donc, ce qui est un des éléments importants du client, c'est qu'il voulait s'assurer que la démarche était vertueuse sur le plan environnemental. Donc le partenaire a aussi réalisé une analyse détaillée de l'ensemble des émissions carbone des équipements IT de leur data center, les a comparés avec les ressources à la cible sur AWS, ce qui a permis là aussi de valider qu'on était bien sur une démarche de réduction des émissions. Et donc à la fin, le client a tous les éléments en main, à la fois sur la partie économique, mais aussi environnementale, pour valider sa migration vers le cloud. Donc maintenant, regardons quelles sont les technologies numériques qui permettent d'accélérer, au-delà de la gestion des actifs IT, comme on vient d'en parler, cette fois-ci, qui vont accélérer toute initiative transverse en lien avec l'ensemble des activités de l'entreprise. Alors ici, ça ne sera pas exhaustif. Le sujet de l'économie circulaire est très vaste. Ça impacte l'ensemble des activités d'une entreprise. Donc c'est issu des principaux retours d'expérience clients-partenaires qu'on a catégorisés sur 4 principales catégories de cas d'utilisation avec donc les technologies associées. À commencer par ce qu'on appelle l'efficacité grâce au cloud. Ici, on parle simplement des technologies qui vont être utilisées dans le cadre des activités de recherche et de développement. On a une accélération de l'innovation en termes de recherche de nouveaux matériaux, une nouvelle façon de concevoir des produits avec des ressources recyclées, voire biosourcées. Et pour ça, on a besoin de valider que le nouveau matériau, le nouveau produit va répondre aux besoins fonctionnels en termes de résistance, en termes de sécurité, mais aussi en termes, à la fin du cycle de vie, capacité de recyclage et voire biodégradation. Donc pour ça, on a besoin de réaliser des simulations, qu'elles soient physiques ou chimiques, qui nécessitent des grosses capacités de calcul. Donc on parle ici beaucoup de l'utilisation de technologies HPC pour calcul haute performance,
qui va nécessiter donc des grosses capacités avec des clusters de machines, capacités de calcul, de réseau et de stockage. Pour vous donner un exemple, on a travaillé, alors Good Chemistry, qui est un de nos clients, qui développe une plateforme de chimie computationnelle à la demande, donc qui permet de réaliser ces simulations à la demande en exécutant donc des applications de simulation sur AWS. On a travaillé notamment en partenariat avec Good Chemistry et Accenture Intel sur la recherche de solutions de destruction de PFAS. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme, on entend de plus en plus parler dans la presse. Donc, ce sont les per- et polyfluoroalkyles, plus connus sous le nom des polluants éternels, et donc qui sont très largement encore utilisés dans l'industrie, qui sont dans les peintures, la cosmétique, les emballages, etc., qui sont très appréciés pour notamment leur capacité de résistance. Mais le problème, c'est qu'ils sont tellement résistants qu'ils n'ont pas de capacité de biodégradation naturelle dans l'environnement. Ce qui pose un vrai problème pour l'environnement et pour notre santé, puisque ça s'accumule, on va dire, dans les airs, les sols, les eaux qu'on boit, et donc c'est à l'origine de nombreux problèmes de santé, y compris des cancers. Donc on a travaillé avec eux sur notamment des simulations de destruction de PFAS, notamment les plus grosses molécules, les PFAO, qui a nécessité donc des clusters qui allaient jusqu'à 1 million de cœurs, qui représentent parmi les plus gros supercalculateurs au monde, pour une fraction du coût d'un supercalculateur, parce qu'on est sur des ressources à la demande sur le marché spot, donc avec des instances très faible coût. Donc les résultats ont été ont permis d'avancer dans la recherche. Je vous invite à regarder, il y a un article de blog qui est très détaillé sur le sujet, qui est vraiment passionnant. Autre cas d'utilisation, on voit beaucoup de cas d'utilisation en lien avec le suivi et la surveillance des déchets et des pollutions. Donc là, on voit beaucoup l'utilisation de l'IoT, Internet des objets, pour suivre et mesurer donc, à la fois la qualité de l'air, les volumes de gaz à effet de serre ou le suivi des déchets dans l'ensemble des cycles, que ce soit la collecte, le traitement, le tri, le recyclage. J'en dis pas beaucoup plus parce que ça va faire l'objet du témoignage de Zinedine pour Veolia. Ensuite, on retrouve beaucoup de cas d'utilisation en lien avec la transparence de la chaîne de valeur. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de suivre l'ensemble des flux de matière, de matériaux, dans l'ensemble des activités d'une entreprise et de son empreinte. Et pour ça, on veut s'assurer qu'on va augmenter typiquement la part des matériaux recyclés et biosourcés. Donc on a besoin d'avoir une vision complète, exhaustive, qui généralement va reposer sur des solutions d'analyse de données, mais qui, en priorité, va nécessiter de travailler sur la gouvernance de données. C'est-à-dire qu'on a besoin d'acquérir des données issues de différentes entités, différentes parties prenantes de cette chaîne de valeur, que ce soit en interne et voire même en externe. Et donc, on a besoin de s'assurer qu'à travers cette gouvernance de données, on va pouvoir ingérer des données, je ne sais pas, issues des achats, de la logistique, des opérations de fabrication, etc., et des fournisseurs, et de pouvoir gérer ces ensembles de données comme des produits, de faciliter leur accès au sein de l'organisation, pour pouvoir à la fin construire des tableaux de bord et des rapports consolidés prenant en compte l'ensemble de ces activités, ce qui est également de plus en plus demandé pour des besoins de conformité, de génération de rapports, typiquement en lien avec la CSRD par exemple. Pour vous donner un exemple ici, c'est un exemple d'architecture de référence. On retrouve sur la gauche différents exemples d'entités parties prenantes de cette chaîne de valeur, que ce soit la fourniture de matériaux, la logistique et les différents éléments de fabrication. On retrouve généralement beaucoup l'utilisation de IoT Greengrass, qui est notre service permettant de déployer sur site, donc que ce soit sur un site de logistique ou de fabrication, une capacité de calcul et surtout de connexion à des systèmes locaux. Donc, et également aussi des équipements industriels avec SiteWise, et qui vont permettre, ce qu'on voit sur la droite, de pouvoir ingérer et centraliser les données nécessaires donc à la visibilité d'ensemble de la chaîne de valeur pour alimenter un data lake. Alors ici, on parle beaucoup de S3, mais c'est aussi tous les services satellites à S3, que ce soit Lake Formation pour la gestion des permissions, Glue pour la transformation, le nettoyage et la qualité de la donnée, voire même aller sur du data zone, dans le cas où on veut mettre en place un data hub, et encore une fois, à travers un portail, simplifier la consommation de tous ces ensembles de données.
Et derrière, donc, de réaliser à la fois du machine learning pour pouvoir faire des analyses avancées, des forecasts, des analyses de détection d'anomalies par exemple, ou Redshift, qui est un data warehouse, avec QuickSight pour générer des tableaux de bord et des rapports. Et enfin, on retrouve tous les cas d'utilisation en lien avec la réduction des déchets et de la réduction de l'utilisation de ressources. Donc c'est ici toutes les activités en lien avec le recyclage, la réparation, la réutilisation de toutes les ressources utilisées à travers la chaîne de valeur. Donc là, on retrouve plein de technologies utilisées, à la fois du machine learning pour de la vision par ordinateur et plus facilement détecter le niveau de qualité des pièces, voire besoin de réparation, dans un processus qui soit le plus automatisable et passable à l'échelle. On a parlé de la chaîne de valeur de logistique inversée, avoir la capacité de voir où sont les pièces, à quel moment et dans quel état par rapport au processus de réparation, de remise en état. Et on voit aussi beaucoup de mise en place de marketplace, de marchés secondaires, à la fois en interne des organisations, mais aussi pour plusieurs acteurs d'une même industrie. C'est le cas par exemple de la solution développée par Capgemini pour l'industrie de l'aviation. Et ici, l'objectif de la solution, c'est d'optimiser donc les approches de maintenance en favorisant la réutilisation des pièces pour maintenir les différents appareils des différents acteurs de l'industrie. Donc ici, on retrouve une architecture relativement standard, avec à gauche toute la partie exposition web, accès à la marketplace web et ses API. Au centre, le stockage des données. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va, pour chacune des pièces, uploader des documents relatifs à la gestion de la maintenance, des différentes opérations de maintenance, voire de tests de conformité de ces pièces-là. Et ce qu'on voit tout à droite, c'est un workflow qui va notamment reposer sur l'utilisation de Textract pour pouvoir extraire les données textuelles des documents, qui sont souvent des documents papier scannés ou alors PDF, dont on veut pouvoir donc extraire ces données textuelles pour pouvoir reconsolider l'historique des maintenances sur les différentes pièces, ce qui va permettre donc de pouvoir revaloriser ces pièces et s'assurer qu'elles sont bien conformes pour pouvoir être réutilisées par ailleurs sur d'autres appareils. Voilà, donc ça, c'est quelques exemples d'utilisation des technologies pour la circularité. J'ai terminé et du coup, je vais laisser la parole à Zinedine pour Veolia. Merci Rudy. Vous m'entendez? Merci Rudy. Je m'appelle Zinedine Kafag. Je suis responsable adjoint du pôle infrastructure technique à la DSI RVD. J'ai intégré Veolia en 2008 en tant que chef de projet intégration et aujourd'hui je suis membre du CODIR en charge d'un certain nombre de domaines techniques comme l'intégration, les projets infra, le support et le Cloud Operation Services. Veolia a été fondé en France en 1853. Le groupe est présent aujourd'hui sur les 5 continents. C'est le champion mondial de la transformation écologique. Avec 213 000 salariés dans le monde, Veolia conçoit et déploie les solutions de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie. Fin février, le groupe a annoncé de très bons résultats pour l'exercice 2023, avec un chiffre d'affaires de 45 milliards et un bénéfice net en augmentation de 30%. C'était aussi l'occasion de notre directrice générale Estelle Brachlianoff d'annoncer son nouveau programme stratégique 2024-2027 Green Up. Alors Veolia désormais a 3 mots d'ordre: dépolluer, décarboner et régénérer les ressources naturelles en s'appuyant sur son expertise dans la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie, et à travers 3 boosters de croissance, qui sont l'énergie locale dépolluée, décarbonée, et les bioénergies, les technologies de l'eau et la gestion des déchets dangereux. En se donnant les moyens avec un investissement qui a été multiplié par 2 en passant en fait à 4 milliards. Et ceci pour soutenir et pour déployer ces solutions sur les 5 continents. Notre directrice générale, Estelle Brachlianoff, estime que Veolia détient déjà 50% des solutions. Dans Veolia, à peu plus de 4000 brevets. Et l'autre moitié reste à inventer.
Donc ceci, bien sûr, en s'appuyant sur le business, sur le métier. Mais il y a un autre booster, l'intelligence artificielle, qui a été reconnue comme un booster majeur pour atteindre ces objectifs. La technologie au service du business, c'est vraiment le cœur de notre action de tous les jours. Et c'est vraiment, ça donne du sens en fait à notre action et c'est motivant pour toute la communauté IT Veolia. Alors permettez-moi maintenant de vous présenter un use case qui concerne ma business unit RVD, recyclage et valorisation des déchets France. Et en particulier, je vais parler de l'activité tri-recyclage. Dans cette présentation, je vais essayer aussi de montrer comment l'IA, l'intelligence artificielle, le digital et les technologies du cloud peuvent nous permettre à doubler notre efficacité. Alors chez RVD, 12 millions de tonnes de déchets sont traités sur nos installations. Parmi ces 12 millions, il y a 2 millions de tonnes qui sont réinjectées dans l'économie circulaire en tant que matière première secondaire, matière recyclée. Ceci représente à peu près sur nos sites modernes, nouvelle génération, 120 tonnes par jour par site. Et si on ramène ça en fait, à un convoyeur, à une typologie donnée de déchets, à une vingtaine de tonnes par convoyeur par jour. Dans la valorisation maintenant électrique, RVD produit annuellement 4000 gigawattheures. Dont 1300 gigawattheures sont revendus sur le réseau électrique. Alors 1300 gigawattheures, pour votre information, c'est 2 tranches d'une centrale nucléaire. Le reste de l'énergie est utilisé pour faire tourner nos installations. Dans la valorisation thermique maintenant, RVD produit 2200 gigawattheures. Alors 2200 gigawattheures, c'est un peu l'équivalent du besoin d'une ville comme Lyon, un besoin annuel d'une ville comme Lyon. Alors cette énergie est utilisée pour chauffer nos villes, nos hôpitaux et nos installations industrielles. Alors le problème, nous collectons des déchets, nous les recyclons pour produire une matière première secondaire. Le plus important dans une matière première secondaire, c'est sa qualité, son niveau de pureté. C'est ça qui lui donne de la valeur. Ça ne sert à rien en fait de collecter des déchets, de les traiter, si on ne peut pas mettre cette matière sur le marché. Aujourd'hui, nos clients nous demandent un taux de pureté entre 90 et 97%. Donc ceci implique pour nous une exigence forte sur nos process et sur nos méthodes de contrôle. La pureté des flux de matière est vraiment un facteur déterminant pour l'ensemble de la filière recyclage. Pour le repreneur qui se voit récupérer une matière première la plus pure sans un surcoût lié à la dépollution, pour l'exploitant comme RVD qui se voit son tonnage maximisé, et enfin pour la collectivité qui se voit mieux rétribuée à la hauteur de son taux de recyclage. Alors le problème, c'est le calcul de ce taux de pureté. Donc, l'idée, c'est qu'on avait un process manuel qui consistait en fin de journée par un opérateur qui va derrière analyser une vingtaine de kilos par site pour identifier et attribuer un taux de pureté, de passer à un système automatique qui analyse la totalité du flux sur un convoyeur, ce qui peut représenter 20 tonnes par convoyeur par jour. Alors la solution, c'est un tapis qui est éclairé, comme vous le voyez, la structure bleue, donc éclairée, une caméra qui va filmer la totalité des objets, des déchets, et une intelligence artificielle qui va derrière identifier, caractériser, taguer et calculer un taux de pureté. Ce taux de pureté est affiché à l'opérateur en temps réel. L'opérateur, il peut derrière contrôler si ce taux de pureté est conforme aux attentes. Il peut aussi agir sur le process si c'est nécessaire en cas de dérive.
Alors l'histoire de cette solution, donc ça a duré, une aventure qui a duré 3 ans. Ça a commencé par une solution qui a été développée par nos collègues du Centre de recherche et développement en France. Le plus important, chez Veolia, il y en a à peu près 11 centres de recherche et développement. Cette solution a été testée sur 2 sites et les résultats étaient concluants. Partant de ce résultat prometteur, RVD a décidé d'industrialiser la solution. Donc, en 2021, nous avons travaillé avec les équipes AWS et en particulier l'équipe AWS Prototyping qui nous a aidés à identifier les bons services à utiliser. Rudy, tout à l'heure, a présenté quelques services. Le plus important pour nous, c'est Greengrass. Et donc là-dessus, on a réussi en fait à dérisquer un petit peu le projet et faire le choix entre Greengrass V1 et Greengrass V2 qui venait juste de sortir. Nous avons aussi travaillé avec les équipes AWS sur toute la roadmap d'utilisation en fait, des services en prenant en compte nos contraintes. Et cet exercice aussi nous a permis d'identifier les ressources manquantes pour compléter notre dispositif de réalisation, l'équipe de réalisation. Nous sommes une BU, plutôt nous faisons beaucoup de choses par nous-mêmes, nous sommes plutôt une DSI de maker. Et donc là-dessus, nous avons eu un apport très important d'un partenaire aussi de longue date, Revolve, pour avoir justement ces ressources compétentes qui nous ont permis de réaliser et de réaliser en fait notre objectif. En 2022, nous avons profité de la première installation de la solution. Donc, nous avons travaillé avec nos collègues de la direction technique sur la structure mécanique. Donc, il y a eu beaucoup de travaux sur la structure mécanique, sur l'électronique, etc. Parce qu'on voulait avoir une solution qui s'intègre complètement dans le centre de tri, dans la partie industrielle. La deuxième partie qui a été travaillée, c'est une refonte complète du code de nos collègues de recherche et développement. Donc, cette partie-là a été revue complètement. Et nous avons aussi utilisé en masse les services AWS. Nous avons notamment développé aussi les connecteurs pour connecter la partie IT à la partie OT, à la partie industrielle. Donc, voilà, pour avoir cette possibilité de collecter ces informations-là ou envoyer des informations vers la partie process. Un point important chez Veolia, c'est la sécurité. Nous avons travaillé sur tous les aspects de conformité, sécurité, cybersécurité de la solution. Nous sommes dans un contexte industriel et ce point-là est très important. Et sur la partie IA, alors nous avons gardé en fait on va dire le modèle qu'on a récupéré de nos collègues en l'état, donc une IA par flux. Mais nous avons aussi travaillé sur toute la stratégie d'enrichissement de cette IA, la capacité derrière d'améliorer le modèle et de le redescendre, d'améliorer le modèle côté cloud et de le redescendre côté Edge. En 2023, nous avons travaillé, nous avons revu complètement cette IA. Donc, on a fabriqué une seule IA, ce qu'on appelle l'IA multiclasse, qui est compatible avec l'ensemble des déchets. Compatible avec l'ensemble des flux, pardon. Nous avons aussi profité du retour d'expérience terrain pour améliorer les fonctionnalités de l'application. En 2024, c'est la mise à l'échelle et c'est l'itération. Je reviendrai sur ce point dans le dernier slide. Alors, puisque c'est une session technique, je vais quand même présenter un petit peu l'architecture. Donc, cette belle architecture, on en est fiers. Donc, vous avez sur le côté gauche la partie Edge, donc la partie qui se situe sur le site industriel. Donc, vous avez un composant acquisition d'images qui va derrière récupérer les images de la caméra. Il passe ces informations-là au module traitement qui va derrière faire un échantillonnage de ces images et faire un certain nombre de calculs. Et notamment, on a un algorithme d'intelligence artificielle locale qui va derrière faire de l'inférence pour identifier les objets, les caractériser et envoyer ces informations-là au composant production du KPI qui va exploiter ces données pour calculer ce taux de pureté. Ce taux de pureté est renvoyé vers la supervision locale où on envoie aussi des ordres vers les trieurs, donc ça, les fameux connecteurs IT-OT. Et une autre partie des données, en fait, où les mêmes données sont
envoyées vers le cloud cette fois-ci. Donc, on voit un petit peu le stockage S3, mais il y a aussi d'autres services en fait pour collecter cette data. Ces données-là sont utilisées pour être affichées dans un dashboard qui est adapté pour permettre à l'opérateur en toute autonomie de faire des annotations sur ces images pour améliorer l'intelligence artificielle et la redescendre sur la partie Edge. Et ça permet aussi en fait à nos experts au niveau régional et national d'accéder en fait à ces données. Alors un bilan, je vais afficher l'ensemble du point, donc faute de temps. Le premier point, c'est l'industrialisation du déploiement. Donc, c'est toute la partie infra as code. Donc, la création de l'infrastructure a été automatisée. Le CI/CD, c'est l'intégration continue, le déploiement continu. Donc, l'automatisation de l'ensemble des gestes d'installation et aussi de mise à jour. L'amélioration de l'entraînement du modèle IA, ça a été aussi, c'est un point très important qu'on a réussi en fait à faire grâce à des services de valeur ajoutée comme SageMaker. L'analyse de plus de 200 objets par seconde, donc ça c'est vraiment un point important. C'est vraiment, là on collecte vraiment une mine d'or de données qu'on n'exploitait pas jusqu'à maintenant. Donc ces données-là sont utilisées pour agir localement, comme je l'ai précisé, et afficher ce taux de pureté à l'opérateur. Les données sont remontées vers le cloud pour enrichir l'intelligence artificielle pour notre cas d'usage et éventuellement pour d'autres cas. Là, c'est le cas de le dire, on a libéré vraiment le potentiel de cette donnée. Le quatrièmement, c'est le coût environnemental de l'apprentissage de l'IA qui a été amélioré. Donc, on l'a estimé à 5,5 kg CO2. C'est un peu l'équivalent du coût environnemental de la fabrication d'un steak haché, d'un hamburger. Le coût de l'entraînement de l'IA a été réduit pour passer de $800 à $60. Donc, entre la V1 et la V2, donc on est passé de 800 à 60, ce qui fait une sacrée différence. Le coût d'usage maintenant annuel de l'infrastructure, donc pour faire tourner donc, tout le schéma que je vous ai montré, à la fois la partie cloud et la partie edge, on l'a estimé, évalué à 4,5K $. J'ai un manager qui est assez, me challenge assez sur la partie FinOps. Donc là-dessus, vraiment, donc on a prouvé qu'on a vraiment optimisé les choses. On a une courbe d'utilisation en fait, des ressources qui suit parfaitement la courbe financière, c'est-à-dire qu'on a une infrastructure qui s'adapte aux besoins de l'application. Donc on n'est pas en surconsommation ou en sous-consommation, l'infra s'adapte. Et ça, c'est grâce à des services à valeur ajoutée de type serverless. Le SageMaker, on enrichit l'IA, on crée une infra éphémère. À la fin de la génération des modèles, on détruit en fait l'infrastructure et on n'est pas facturé. Et ça, je peux faire cet exemple-là pour l'ensemble des services que je vous ai montré dans le schéma précédent. Et le dernier point, donc 100 tonnes par jour en production traitée par la solution. Rappelez-vous, 20 kg dans l'ancien process, 20 tonnes par convoyeur. Dans un centre de tri moderne, on a à peu près 5 convoyeurs, donc 100 tonnes qui sont traitées par cette solution. Donc la promesse sur améliorer l'efficacité, je pense que ce point-là est déjà atteint. Alors sur les next steps maintenant, donc une seule IA pour traiter différents flux, donc une seule IA pour traiter les flux, le carton, le plastique, mais notre ambition c'est éventuellement de traiter d'autres déchets, comme les biodéchets et éventuellement il y en aura très certainement d'autres. La génération d'images annotées, ou ce qu'on appelle dans le jargon la data augmentation ou les images de synthèse, c'est l'utilisation de l'IA générative pour générer des images annotées et améliorer l'IA grâce à ces images-là. L'optimisation de la qualité et prix, donc on a fait un effort important sur la partie cloud, comme je l'ai expliqué. On a encore un travail à faire sur la partie Edge pour réduire les coûts de la partie structure mécanique, de la caméra, des lumières, etc. Le copy and adapt pour les nouveaux usages, donc ça vraiment c'est un point très très important chez Veolia, donc c'est une valeur chère. Donc pour nous c'est d'utiliser la solution pour d'autres cas d'usage chez RVD et éventuellement
faire profiter nos collègues du groupe ou nos BU dans le monde de cette technologie pour ne pas réinventer la roue. Et dernier point, c'est l'IA générative pour les opérations. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser l'IA générative dans tout ce qui est maintenance prédictive ou l'opérateur augmenté. Alors généralement, pour ceux qui me connaissent, je termine ce type de présentation par des annexes pour rentrer un petit peu dans une partie détaillée. Je ne vais pas le faire ici. Je vous invite plutôt à nous rejoindre à l'Innovation Corner, à 2 pas d'ici, pour vous faire des démos et répondre à vos questions.